Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui traite l'actualité de la NBA depuis les États-Unis. Alors là, je suis à la Nouvelle-Orléans en l'occurrence, pour ça qu'on ne reconnaît pas le fond qui est autour. J'avoue, je suis pas venu pour travailler, je suis venu pour me reposer un petit peu, me balader dans la cloud jazz et tout ça. Et puis, podcast très international parce que j'ai avec moi l'ami bavarois, German Kid, le GOAT finalement de cette rédaction, le Dirk Nowitzki de basket session. Théo, comment ça va? Très très bon. Moi j'aurais été plus le Maxi Kleber moi du coup. Bah écoute, ravi. Je vais essayer du coup d'incarner Théo du mieux possible. Je suis très content de devenir enfin un Moop Deeper ou un Moop Deepist. Voilà, on peut choisir comme vous voulez. Je trouve Moop Deeper ça fait un peu plus stylé. Ouais, ça fait un peu stylé, mais ça ressemble un peu à Diaper, tu vois, enfin la couche culotte. Donc je me dis, Ah ouais. en même temps c'est cool aussi, tu vois. Ça rajoute un petit twist sympa. Mais en tout cas, ouais, non, c'est sûr que j'ai pas un coéquipier aussi qualitatif que d'habitude, mais c'est pas grave, on va faire avec, on va avancer. L'idée aujourd'hui, c'est de se pencher un petit peu sur les rumeurs de transfert. Vous le savez, on aime beaucoup parler de Victor et des Spurs dans Moop Deep parce que c'est juste l'équipe que je suis au quotidien. Donc on va en parler, mais je voulais aussi faire le tour des rumeurs de manière générale, essayer de balayer le spectre de tous les joueurs majeurs qui sont disponibles sur le marché, de toutes les grosses rumeurs. Donc dans un premier temps, on va se pencher sur vraiment les grosses rumeurs de la ligue, et ensuite faire un petit dérapage du côté des Spurs et essayer de parler un petit peu de comment est-ce qu'ils pourraient améliorer leur effectif, est-ce qu'ils doivent bouger, etc. Donc bon, là, les rumeurs de transfert, en l'occurrence, elles sont assez intenses. Je trouve qu'on a une trade deadline qui se prépare et qui s'annonce assez active. Il y a eu le dossier Pascal Siakam qui s'est réglé très vite, OG Anunoby qui a bougé au Knicks. Maintenant, on va parler de Dejounte Murray, par exemple, de joueurs comme ça, des Lakers qui ont envie de bouger. Il y a pas mal d'équipes qui sont actives sur le marché. Donc je pense qu'on a quelque chose de prometteur. Et dans ce climat, du coup, le plus gros dossier qui reste, c'est celui de Dejounte Murray. Bon, parmi les équipes intéressées, on relève notamment les Lakers, les Knicks, les Sixers, le Heat et les Pistons. On sait que les Bulls et les Spurs ont aussi montré un petit peu d'intérêt. Donc c'est quand même un joueur assez convoité. Est-ce que pour toi, Dejounte Murray part avant la trade deadline? Alors attends, juste avant de donner ma réponse, parce que je l'ai plus en tête, je check son nombre d'années de contrat restantes. Il a quand même un paquet d'années. Ouais, et pour un plutôt gros contrat, enfin c'est pas malhonnête pour Dejounte Murray, mais par contre c'est vrai que ça implique de prendre un salaire à long terme, et c'est notamment pour ça qu'on sait que les Warriors sont pas sur le dossier parce qu'ils veulent pas prendre de trop longs salaires. Pour Dejounte Murray, c'est effectivement un engagement plutôt à long terme. Je vais tenter de te dire non. Qui partirait, que Murray resterait aux Hawks, parce qu'avec les Raptors qui ont donc vendu à la fois Anunoby et Siakam, tu sais que Toronto va plus ou moins s'écarter de la course au play-in. Les Raptors auront du mal à rester dans le top 10. Les Nets, on a bien vu qu'ils sont catastrophiques, c'est à se demander presque qu'ils cherchent vraiment à gagner des matchs. Donc les Nets, eux aussi, sont plus vraiment dans la course au play-in. Donc en fait, si t'es 10e à l'Est, t'es presque très sécure sur ta place de play-in. Évidemment, c'est pas les ambitions des Hawks de finir 10e à l'Est, mais là, ils sont presque 10e par défaut en ne jouant pas très bien, en ayant connu des difficultés. Ça fait quand même, mine de rien, pas si longtemps que ça que Quinn Snyder, il est en place. Alors, oui, en début de saison, tu peux attendre Atlanta beaucoup plus haut, mais je dirais que là, le fait qu'ils ont presque garanti une place en play-in, avec possibilité encore de remonter au classement si jamais il y a une belle deuxième moitié de saison, plus le fait que Murray est un joueur talentueux, je serais tenté, si je devais choisir, de dire qu'il partirait pas, et que du coup, vu qu'il a encore plusieurs années de contrat, ils peuvent toujours décider pendant l'été de se rabattre vers des équipes déçues en play-off, etc., pour transférer Murray pour éventuellement plus ou reconstruire vraiment pendant l'été, pas juste un trade un peu en catastrophe, et là continuer à essayer de miser sur cette association, parce qu'ils ont quand même lâché 3 tours de draft pour aller le chercher. Je pense pas que, malgré le fait qu'il est convoité, je suis pas sûr qu'il récupère 3 tours de draft, même si j'imagine qu'ils auraient quand même des beaux assets vu qu'il y a du monde dessus. Je vais rester sur il part pas. Non, mais je t'avoue que moi, personnellement, je suis plutôt je pars du principe qu'il part. Parce que là, on a un beau marché, justement. Je pense que sa cote, elle est quasiment au max. Non pas parce que il est bon, mais parce que c'est le plus grand joueur dispo. Et c'est le dernier joueur qui est dispo pour vraiment essayer de, entre guillemets, sauver la saison d'une équipe. Alors, tu comptes pas Zach LaVine, par contre, du coup, c'est ça? Zach LaVine, on le compte pas. Moi, je le compte pas. Et même, je le mettrais en dessous parce qu'il y a moins d'équipes intéressées et tout ça. Ouais, ok. Mais après, on va en parler de Zach LaVine, en l'occurrence. Mais
Mais non, moi, je pense que c'est le plus gros dossier là de cette saison. Je pense que la cote elle est un peu au max, donc je vois bien une équipe un peu désespérée faire un move pour le ramener. Et en fait, les Hawks ne pas dire non à cette offre qui serait meilleure qu'une offre cet été. Je trouve que ce que tu dis, ça a beaucoup de sens parce qu'ils sont pas pressés. S'ils trouvent pas d'offre convaincante, ils vont pas. Voilà, ils sont pas dans l'urgence. Ils ont pas besoin de transférer Murray. Donc, ils peuvent tout à fait attendre l'été, essayer de jouer les play-in, voir comment ça se passe. Et éventuellement aussi, ça cote intrinsèque entre guillemets, vraiment le profil du joueur, est-ce qu'il est plus intéressant après les playoffs? C'est possible, parce que là, on fait difficilement pire que ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Donc, je pense que ce que tu dis, ça a du sens. Je le vois bien bouger avant. Je le vois bien bouger dans une équipe comme les Lakers, par exemple, qui finissent par lâcher Austin Reeves, briser le cœur de la fanbase, et tout le monde est en pleurs à Los Angeles, tu vois. Un scénario un peu comme ça. Mais ouais, non, je pense que c'est un dossier qui est complexe, c'est un dossier qui est intéressant. Je pense que c'est clairement le joueur à suivre pour la trade deadline. Et- On avance. Ouais, je t'en Attends, prie, du coup, vas-y. juste, je voulais, donc Lakers, c'est ça la destination que tu choisirais pour Murray, celle C'est que vrai, tu imagines la c'est plus vrai, je t'ai probable. pas demandé où est-ce que toi tu le verrais. Bah, du coup, alors, Admettons qu'il soit non, transféré. ouais, admettons qu'ils sont. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec ce titre. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, mon argument de ils sont sûrs de faire le play-in, ça marche aussi. Tu peux aussi te dire, bah, on est sûr de faire le play-in, on peut se débarrasser d'un joueur fort et on aura toujours une équipe a priori assez forte pour jouer le play-in. C'est vrai que là où je te rejoins, c'est que s'il est transféré, je pense qu'ils l'enverront pas à Chicago ou dans une équipe directement concurrente. Et du coup, bah, pourquoi pas les Lakers? Après, je sais pas si les Lakers ont les assets pour. Et je suis pas convaincu que par contre les Lakers ils lâchent Austin Reeves pour Murray. Mais allez, je vais rester très simple. Je vais dire ok à l'Ouest. S'il est transféré, je vais dire l'Ouest. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'équipes à l'ouest sur le dossier, mais par exemple, il y a les Spurs qui ont les assets, il y a une équipe surprise, on sait jamais. Je dis les Lakers parce que c'est l'équipe voilà, qui pourrait faire un move un peu désespéré, en Oui. mode bon, bah, il faut sauver la saison, c'est parti. Et je dis Austin Reeves parce que c'est le seul moyen pour moi, pour les Lakers de l'obtenir. Ils n'ont Ouais, pas je assez de vois. tours de draft, ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Bon, je pense pas que ce soit un scénario vraiment probable, mais c'est celui que là, j'imagine le mieux là tout de suite. Ok. Pour avancer un petit peu dans les rumeurs, il y a le dossier de Zach LaVine, tu sais quoi, parce que effectivement, c'est un dossier qui est intéressant, parce que on sait depuis longtemps que les Bulls et lui sont ouverts à un transfert. On sait que ils cherchent une porte de sortie. Ça a du sens de le faire. Alors là, les Bulls sont bien meilleurs. Zach LaVine distribue plus la balle. C'est pas tout à fait la même équipe qu'au début de la saison, mais le transfert de Zach LaVine, il serait quand même assez logique. Le problème, c'est que personne ne veut de son contrat de 180 millions de dollars sur 4 ans. Donc, ça complique un petit peu les choses. Et apparemment, il n'y a pas de marché. Alors, il n'y a pas de marché, ça c'est Woj qui le dit, c'est aussi Shams, c'est Dan Woik du Los Angeles Times. En fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, je sais pas si... je pense que l'information, elle est plutôt avérée. Il n'y a pas de marché, donc en prenant ça en compte, est-ce qu'il bouge ou pas? Non, je vais être chiant. Je vais dire pareil. Je vais dire il bouge pas. Ouais, bah, t'as tout Non, mais t'as résumé quoi. raison, hein. Mais le mec gagne plus de 40 millions la saison. Ça fait En plus, si t'es une équipe ambitieuse, tu te dis que bon, ça va être quoi ta troisième option a priori, Zach LaVine. Tu veux que ça soit ta deuxième, au mieux deuxième option, C'est de ça. préférence troisième. 40 millions, t'intègres pas ça dans une équipe qui a deux joueurs déjà très forts a priori. Donc c'est un transfert trop compliqué, je pense financièrement à mettre en place, qui demande beaucoup de temps, qui est déjà moins de joueurs dans un effectif. Donc pareil, je pense c'est un transfert estival, pardon, ou alors qui se fera beaucoup plus tard. Il a beaucoup d'années de contrat restantes. Au-delà du montant, il en reste plusieurs. C'est jusqu'en 2027 s'il active son option. Donc je dirais, il part pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, surtout, s'il n'y a pas de marché maintenant, quand tu vois les autres joueurs qui sont disponibles, une équipe serait tout à fait en mesure d'aller chercher Murray avec un package qui est suffisant pour aller chercher Zach LaVine. Et je vois pas l'intérêt de prendre Zach LaVine plutôt que Dejounte Murray. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et en plus, il n'y a pas de traction. S'il n'y a pas de marché, c'est-à-dire que les Bulls, ils n'ont pas moyen de faire monter les enchères. Mais ils sont pas non plus pressés, comme pour Murray, de le transférer. Ils peuvent attendre cet été, ils peuvent attendre une équipe qui est découtée par son projet, qui se met à croire en Zach LaVine pour X ou Y raison. Il y a tout à fait moyen, quoi. Donc je pense que ça bouge pas, je pense que ça reste patient, pour plein de raisons, pas d'équipe intéressée, pas de package suffisant, et puis juste c'est pas le bon moment un petit peu là tout de suite, mais ouais, dans cet été pourquoi pas, voir l'été suivant, la trade deadline Ouais, suivante. Je vois bien le dossier traîner longtemps, tu vois. exactement, pareil. À moins qu'il décide de tout bazarder, hein. S'il décide de tout bazarder vraiment et de dire bon, il faut qu'on reparte sur des basses scènes, pourquoi pas un transfert un petit peu pas désespéré, mais dans l'idée de dire il faut qu'on s'en débarrasse. Mais ça, ce serait sans doute pas avant un an et demi, quoi.
Ouais, bah il y a beaucoup d'années restantes. Je suis d'accord. Ça peut être le genre de dossier qui dure un peu comme Kevin Love à une époque, tu vois, aux Cavaliers, où tu te dis chaque année. Alors c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais chaque année, bon, on va le transférer, on va le transférer. Au final, il est jamais parti, quoi. Ah, il a fini, hein, Enfin, il a mais fini par partir, mais mais pas vraiment via un trade, quoi. ouais, puis c'est pas tout à fait le même contrat, quoi, maintenant. Écoute, je pense à un mec qui pourrait être transféré parce que si on dit non à chaque fois, ça va Ouais. vite casser le moral des gens. Moi, je pense qu'un bon candidat à un transfert, c'est D'Angelo Russell du côté des Lakers parce que pour le coup, il a un contrat qui est transférable. On sait que les équipes ont un petit peu peur de sa player option de 18,7 millions de dollars l'été prochain. Et ça reste un joueur qui est, attention, notez les guillemets, intéressant dans le sens où c'est pas un mauvais joueur NBA. Il est peut-être pas non plus, il est pas top tier, loin de là ni rien, mais c'est un joueur intéressant. Et surtout, les Lakers cherchent un profil qui est assez différent de lui. Ils veulent quelqu'un qui est capable de beaucoup mieux défendre sur le point of attack. Ils veulent un meneur, en tout cas, qui est assez défensif. D'Angelo Russell, c'est tout sauf ça, en l'occurrence. Et puis, pour l'instant, l'expérience prend pas vraiment. Les Lakers sont dans une position qui est pas idéale avant les playoffs. Et sachant que LeBron James est en fin de contrat et approche de probablement la fin de son aventure aux Lakers. Donc, est-ce que sur un move désespéré, est-ce que sur quelque chose de une tentative de changement du côté des Lakers, D'Angelo Russell part cette saison? Alors, tu m'aurais posé la question 4 jours en arrière. Non, mais je suis d'accord. Je sais, je serais d'avis de dire que c'est effectivement, on est sur un profil où ça peut partir. T'as le droit de dire qu'il va pas partir, il y a pas de problème. En fait, vraiment, je te jure, tu me poses la question quelques jours plus tôt, je te dis, j'hésite pas et je te dis oui. Là, le seul petit, je vais juste mettre des nuances. C'est pas tant que je vais dire il part pas, c'est que je vais essayer de mettre des nuances, c'est de se dire, là, maintenant, ça marche bien depuis qu'ils l'ont remis dans le 5. Ils ont enfin trouvé, ils ont galéré. Alors, enfin, faut le dire vite parce que c'est un échantillon faible, mais ils ont gagné 4 des 6 derniers matchs au moment où on enregistre. Et ils ont trouvé une espèce de structure qui a l'air de marcher, c'est de mettre leurs 4 meilleurs joueurs dans le 5, donc D'Angelo, Reeves et bien sûr Davis et LeBron. Et du coup, vu qu'ils sont enfin sur une dynamique positive, je me demande est-ce qu'ils vont oser casser. Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Je pense que c'est pas le profil qu'il leur faut particulièrement. On a vu en playoff qu'il avait des limites. Dans l'idéal, j'imagine que si Gabe Vincent jouait, était en mesure de jouer et jouait bien, bah, ils se seraient peut-être même déjà séparés de Russell. Donc, il faudrait voir quand revient Vincent, quelle certitude ils ont sur le retour de Vincent, et quelle offre ils peuvent avoir pour Russell. Mais oui, je fais un peu le relou en disant que peut-être la dynamique actuelle a changé les choses, mais c'est un vrai candidat à un trade, ouais. Avec sa situation contractuelle en plus et tout, il y a une vraie possibilité. Ouais, on est à peu près d'accord parce que je pense que de toute façon, les Lakers, c'est pas une équipe qui peut vraiment se débarrasser de joueurs. Il faut qu'ils aient une contrepartie intéressante. La cible logique, ce serait Murray, du coup. Mais on l'a évoqué un peu plus tôt. Il y a la question, est-ce qu'ils lâchent Austin Reeves? Est-ce que sans lâcher Austin Reeves, ils ont le package nécessaire pour aller le chercher? À part lui, il n'y a pas non plus tant d'options que ça qui sont disponibles et qui pourraient être vraiment intéressantes. J'aurais bien une petite surprise. En tout cas, je pense que c'est un bon profil pour être transféré. Mais comme tu dis, peut-être qu'ils trouveront pas l'offre nécessaire. Peut-être qu'ils vont se mettre à être convaincus par le côté, comment dire, par le fait que ça marche maintenant. Après, je pose la question à quel point ils lui font confiance en playoff, vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et je pense que ce sera peut-être la priorité, justement, de trouver un meneur qui serait fiable pour jouer les playoffs. D'où l'enjeu aussi de trouver quelqu'un qui est plutôt bon défenseur, en l'occurrence. Donc, je pense que le côté, voilà, il s'était en playoff, fait partie des raisons pour lesquelles D'Angelo Russell est sur la ligne de transfert du côté des Lakers. J'ai peut-être une petite piste, allez, que je viens d'imaginer entre guillemets pour Russell. Est-ce que par exemple Chicago pourrait pas être intéressé par Russell? Alors pas dans un cadre de transfert de Lavine, du coup, ça a été longtemps avancé. Lavine Lakers, on peut imaginer que ça ne se fera pas, mais imaginons que Chicago se cherche son nouveau meneur, prenne Russell et que les Lakers essayent de récupérer Caruso. J'imagine qu'il faudrait rajouter presque un. C'est fou, qui a le plus de valeur marchande là, Caruso ou Russell? Caruso C'est Caruso, tous les jours, on est d'accord. Donc faudrait peut-être que largement. Los Angeles rajoute carrément des pics, sachant que Chicago en plus devrait mettre un autre salaire dans le lot. Donc je sais pas si c'est extrêmement faisable, faudrait voir si ça se fait à plusieurs équipes ou pas. Mais Chicago, j'imagine que c'est une équipe susceptible d'être intéressée par Russell parce qu'il y a plus de meneurs. Enfin, il faut un meneur un peu, tu sais, ramener une star, du talent, un joueur qui a du talent, qui peut porter le ballon. Et les Bulls ont quand même l'ambition d'aller en playoff, donc pourquoi pas à la limite. Non, tu sais quoi, c'est plutôt une bonne piste. Et j'avoue que Caruso, en plus, serait la cible idéale.
Après, on sait que Chicago a pas trop envie de le lâcher, et puis c'est vrai qu'ils auraient un peu sans doute tort de faire ça parce que Caruso, pour le coup, maintenant est devenu. Oui. C'est plus juste le petit chauve de Los Angeles, c'est un joueur Ah, All Defensive Team et tout ça. Donc, il va être très non, c'est convoité. vrai que par contre, c'est marrant comment tu poses la question. Tu vois, qui a le plus de valeur entre Russell et Caruso? Parce que, en fait, c'est évident, mais quand il pense, la phrase il y a 2 ans aurait semblé complètement lunaire, quoi. D'Angelo Russell a moins de valeur que Alex Caruso. Et ça, je trouve ça presque beau, tu vois, presque poétique. Enfin, tu vois, j'ai plein de joueurs qui ne vont pas bouger. Tu vois, je pense qu'on peut se dire tout de suite que Lauri Markkanen, Ouais, ça bouge pas. je pense que ça On bouge peut pas. se dire tout de suite que Donovan Mitchell, ça bouge pas. Ouais, je suis d'accord. Donc, tu vois, je descends un peu sur ma liste. C'est plutôt qu'une équipe, plutôt qu'un joueur, je vais sortir une équipe, Ok. les Warriors, en l'occurrence. Ouais. Parce que là, pour le coup, en termes de situation difficile, et encore plus, du coup, avec le décès récent de l'un de leurs assistants qui a forcé à reprogrammer 2 matchs. Voilà, quoi. Il fallait le préciser quand même, mais ça joue dans le contexte un peu morbide de Golden State. Mais sur le plan vraiment sportif, c'est vrai que la saison se passe pas du tout de manière idéale. Andrew Wiggins, ça me fait mal de le dire, mais il va falloir le dire, est horrible cette saison. Il y a un manque de discipline avec Draymond Green total. Klay Thompson est en roue libre. Enfin, il y a plein de problèmes. Et il y a une solution qui se présente assez logiquement, c'est un transfert à la mi-saison pour essayer de réajuster un petit peu le tir. Donc là, je note un petit peu tout ça. Il y avait la piste Pascal Siakam qui était mentionnée notamment. Apparemment, les Warriors veulent pas transférer Kuminga, ni Podziemski, ni Trayce Jackson-Davis. Donc il y a quand même la volonté de garder un noyau jeune. Mais d'après Shams Charania, tous les joueurs sont disponibles, Ouais, sauf Curry. en dehors de Steph Curry. Ouais. Donc quand même, ça pourrait être prometteur. En plus, il y a aussi la rumeur selon laquelle Steve Kerr serait pas parti pour signer une prolongation de contrat. Donc il y a carrément, peut-être même le spectre d'un nouveau projet à Golden State. Est-ce que pour toi, Golden State va bouger avant la trade deadline? Et du coup, comment? Je pense qu'ils sont obligés. Je pense qu'ils sont arrivés au stade où ils sont obligés de bouger. J'aimais bien cette équipe sur le papier. Je pensais vraiment qu'elle ferait beaucoup mieux que ça. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques circonstances qui ont mené à cette première moitié de saison terrible. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, donc pas d'autre choix que de faire un transfert. Par contre, je vois souvent transfert de Klay, transfert de Draymond. Je pense que ça peut pas se faire en cours de saison, un transfert d'un cadre historique comme ça, parce que ça pousserait complètement l'équipe à changer de style. Enfin, il y aurait un style de jeu complètement différent, et ça me semble impossible à faire en cours de saison. Peut-être qu'ils auront une révolution avec un autre coach, ou même avec encore Steve Kerr, et qu'ils joueront différemment autour de Stephen Curry, mais ça se fera pendant l'été, pour que tu aies vraiment le temps de le préparer. Par contre, je pense que les vrais candidats à un trade, c'est Wiggins, les Kuminga, Podziemski, Trayce Jackson-Davis, je pense que s'il y a moyen d'aller récupérer un joueur derrière, ils le feront. Il y a un trade que moi je trouverais intéressant éventuellement, c'est si tu sacrifies Kuminga et Andrew Wiggins pour aller chercher Jeremy Grant, par exemple. En partant du principe que tu te dis, bon bah ok, Wiggins, et il a eu cette saison formidable où il a été All-Star et on a été chercher un titre en grande partie grâce à lui, c'était le deuxième meilleur joueur derrière Curry. Il y est plus. Attachons-le avec un pic ou deux, je sais, ils n'ont pas énormément de pics disponibles, mais peut-être avec des protections, 1 ou 2 pics, Kuminga, et voilà, et on essaye d'aller chercher Jeremy Grant, et Grant va pouvoir faire des choses que Wiggins faisait, et en plus apporter un peu plus au scoring, et essayer voilà, c'est un peu l'option B pour tous ceux qui ont raté Siakam, Grant. Donc j'imagine bien un trade comme ça pour les Warriors, pas un trade des historiques du coup, mais tous ceux derrière. Et Kuminga et Wiggins en première ligne, Wiggins parce que ça marche plus et Kuminga parce qu'il a la valeur entre guillemets marchande, dans le sens où c'est un jeune prometteur. Voilà, voir ce que demande Portland, s'il y a d'autres options, etc. Mais voilà, peut-être un trade que j'imagine pour Golden State. De toute façon, je pense que tu fais pas de vrais gros transferts si tu mets pas Kuminga dans le lot. Ouais. Je pense que Andrew Wiggins, t'as envie de t'en séparer d'une certaine manière parce que c'est un gros contrat, c'est un joueur qui intéresse quand même certaines équipes. Par exemple, les Mavericks, on sait, sont assez intéressés. Les Pacers l'étaient également. Donc, il a une valeur quand même. Kuminga a une vraie valeur sur le marché des transferts. Donc, je pense que si tu veux ramener un vrai bon joueur à l'aile, t'es un peu obligé de te séparer des deux. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux pas te séparer d'un cadre historique. Déjà, ce serait pas très Warriors. Steve Kerr dit tout le temps l'importance de
voilà, de respecter les vétérans, de respecter les gens qui ont construit la franchise. Aussi, quel message est-ce que tu envoies à Stephen Curry si tu transfères son buddy Klay Thompson en plein milieu de saison, si tu transfères Draymond Green en plein milieu de saison? Je pense que c'est un petit peu, ça va être compliqué pour les autres joueurs, ceux qui restent, et pour même après ramener des free agents. Si même ces mecs-là sont pas à l'abri d'un transfert à la mi-saison aux Warriors, qui le sera vraiment? Donc je pense que Klay, tout ça, à part si une offre incroyable venait à se présenter, genre, je sais pas, les Bucks ils disent, eh les gars, si vous voulez, on vous donne Yanis et vous nous donnez Klay, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi Parce pas? que là, tu vois, ils disent oui, tu vois, à ce moment-là. Mais à part ce scénario rêvé complètement impossible, Oui, je parce que pense Clay a que même plus une grande valeur marchande, en fait. C'est ça l'ironie, c'est que même les 4 des Warriors, de toute façon, n'ont pas une énorme valeur marchande à l'heure je pense actuelle. que Draymond, il en a encore une, Hmm. malgré ce problème de comportement. Mais Clay, par contre, je pense que c'est carrément le genre de contrat auquel il faut que tu ajoutes un Ouais, pic pour t'en débarrasser. t'en débarrasser, ouais. Et pareil pour Chris Paul, il n'a pas une valeur importante sur. C'est pas un cadre, hein, mais il n'a pas une valeur vraiment importante sur le marché des transferts. Andrew Wiggins, il a une valeur encore, mais elle n'est pas importante. En fait, dans tes joueurs qui coûtent cher à la saison, le seul qui a une valeur vraiment qui reflète son salaire, c'est Stephen Curry. Mais Stephen Curry, tu ne peux pas le transférer, évidemment. Là, on enfonce une porte ouverte. Mais je pense comme toi, en tout cas, qu'il y a un transfert qui se prépare. Jeremy Grant, j'aime bien. Après, il y a la rumeur selon laquelle, du coup, il voudrait pas prendre de contrat à long terme. Donc, je me demande à quel point il serait prêt à absorber celui de Jeremy Grant, qui est quand même payé sur les 4 ou 5 prochaines années. 5 ans, il a signé pour 5 ans. Quand même 5 ans, quoi. Ouais, Euh, c'est vrai. mais bon, après, tu peux encore le retransférer, etc. Je sais pas donc, à quel point est-ce que c'est bloquant pour eux un contrat à long terme. Mais en tout cas, je vois bien un transfert autour de Wiggins. Ils ont des pics, ils ont Kuminga. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. On est d'accord sur le fait qu'ils vont sans doute bouger. Bon, alors, après avoir fait le tour un petit peu de toutes ces grosses rumeurs avec les stars, les grosses équipes, etc., on va se pencher sur un dossier qui est peut-être un peu moins intéressant, mais un peu plus, on va dire, français, un peu plus Mobb Deep en l'occurrence, celui des Spurs. La question de est-ce que les Spurs doivent bouger avant la trade deadline? Comment est-ce qu'on doit entourer Victor Wembanyama? Est-ce qu'il faut le faire dès cette saison? Toutes ces questions-là. Donc bon, du côté des Spurs, il y a une vraie rumeur qui est solide et qui apparaît tout à fait logique, c'est que Doug McDermott et Cedi Osman sont disponibles sur le marché des transferts. Comme on dit, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas le genre de transfert qui va te ramener, je sais pas, Jrue Holiday, Damian Lillard, etc., etc., ou Trae Young, comme les fans le fantasment depuis un moment. Mais bon, déjà, il y a du mouvement, c'est pas mal. Et il y a aussi la question, évidemment, du meneur, parce que beaucoup de gens se le demandent depuis le début. On veut un meneur, on veut un meneur. Trey Jones a été installé à la main depuis maintenant, je pense, une dizaine de matchs. J'ai pas le compte exact, donc soyez indulgents. Mais ça se passe plutôt bien avec lui à la main. Mais c'est vrai que c'est pas un meneur qui apparaît comme une vraie bonne option à la main. Et donc il y a la question aussi de ramener quelqu'un. Avec tout ça, et avec aussi le spectre des blessures, Zach Collins qui est à l'infirmerie, Bediako qui est blessé, Charles Bassey qui est blessé, il essaie de remplacer avec des two-way, mais bon, c'est pas évident. Est-ce qu'ils vont chercher un renfort à la trade deadline, peu importe sur quel poste, mais bon, évidemment, plutôt au poste de meneur ou au poste de pivot. Est-ce que selon toi, les Spurs bougent avant la trade deadline? Ou alors vraiment sur des moves mineurs. Je vois pas, oui, par exemple, on parlait de Dejounte Murray, du coup, vu que je le vois pas bouger, mais je le vois clairement pas aller aux Spurs. Non, c'est sûr. Pareil, Trae Young, je pense que ça relève du fantasme. La saison de San Antonio au stade, si les Spurs étaient en course pour le play-in, par exemple, tu vois, ou proche d'être en course pour le play-in, pourquoi pas? Tu peux te dire, bon, bah, il y a intérêt à faire venir des vétérans ou à essayer d'osser la production de l'équipe avec des joueurs de qualité. Là, les Spurs, la saison, c'est une expérience. Ils le disent depuis le début, on l'a vu dans les résultats. Il y a 7 victoires, 33 défaites au moment où on enregistre des derniers à l'Ouest. Tu vises déjà clairement le prochain pic, un pic bien placé à la prochaine draft avec un jeune que tu vas associer à Victor Wembanyama. C'est pas forcément le moment de faire un gros move, donc je pense que s'il y a un move, ce sera un move mineur, comme tu l'as dit. Doug McDermott, il est en fin de contrat, tu peux aller chercher, je sais pas, éventuellement un asset. Si une équipe ambitieuse, une équipe de playoff, elle veut un shooter, tu peux aller chercher des mecs, voilà, des pics ou des jeunes joueurs qui n'ont pas d'opportunité dans leur équipe, et du coup, bah, ça contribue à ton expérience. Bah voilà, on fait venir tel jeune qui joue plus, on essaie de voir ce que ça donne.
Je pense que les Spurs vont progresser naturellement sur la deuxième partie de saison parce que l'équipe se connaît mieux, parce que Wembanyama progresse, parce que Devin Vassell progresse, etc. Jérémy Sohan progresse. Je pense que San Antonio n'a pas toujours joué avec sa meilleure équipe. Là, jouer avec Trey Jones, Devin Vassell, Victor Wembanyama. Trey Jones et Wembanyama, ils ont un net rating de +4 sur 100 possessions, là où les Spurs, ils sont à -9 en global. Juste sur ça, je pense que ça aide de l'avoir dans le 5. Donc, je serais pas d'avis de faire forcément venir tout de suite un meneur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, la mission ce sera de ramener des talents NBA, quoi. Ce qu'ils appellent NBA talent, les Américains. Donc, pas forcément que des stars, mais juste des mecs, vraiment, on sait qu'ils peuvent jouer en NBA, ils sont confirmés et t'entourent un peu Wembanyama. Pas forcément des vétérans, hein, je parle de jeunes vétérans, juste des gars qui ont une vraie production et tu les mets autour de Wembanyama et là, l'équipe ne va que progresser, quel que soit le poste, soit meneur, pas meneur, etc. Mais du coup, j'imagine pas forcément les Spurs faire un move. En tout cas, des trucs à la marge, quoi. Les Spurs font des moves, mais à la marge, quoi. T'as des pics, des petits pics par-ci par-là, des joueurs par-ci par-là, trucs mineurs, quoi. Je veux bien un transfert, par exemple, tu vois. Enfin, après, c'est aussi l'idylle française depuis le début de la saison. Mais genre, Doug McDermott aux Knicks contre Evan Fournier, plus un pic. Dans l'idée que les Knicks se débarrassent de Fournier pour récupérer un shooter. Bon, après, Doug McDermott, je suis pas sûr qu'il les intéresse parce qu'il y a des questions défensives également. Mais un transfert, cette idée-là de transférer un vétéran contre un autre avec un pic attaché parce qu'il récupère un contrat. Donc, j'avoue que voilà, là où les fans fantasment éventuellement de Trae Young et se mettent à jouer avec la trade machine, etc., moi, j'imagine plutôt un mec vraiment en fin de carrière, donc personne ne veut vraiment, qu'on récupère avec un pic. Donc, dans ce cas-là, bah, effectivement, c'est pas tout à fait glamour parce que l'idée, c'est pas vraiment de le faire jouer, mais plus d'absorber son contrat. Donc, je pense que, encore une fois, bah, après ça, je l'ai beaucoup dit dans les podcasts, il faut pas s'attendre à quelque chose de ouf du côté de San Antonio. Même Cedi Osman, je pense qu'il peut ramener un pic éventuellement ou un jeune intéressant. Mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas avec lui que tu vas aller chercher une star ou quoi que ce soit. Et voilà, tu as très bien souligné. L'objectif de la saison des Spurs maintenant, c'est plus de gagner. Je pense que même s'ils essayaient vraiment de gagner jusqu'à la fin de saison, les playoffs, ce serait en fait hors de portée quand tu vois la conférence Ouest. Quand tu dois te battre avec les Suns pour avoir une place en play-in, c'est un petit peu compliqué quoi pour les Spurs. Mais voilà, Zach Lowe a mentionné dans un podcast récemment avec Andrew Lopez, qui travaille à San Antonio maintenant pour ESPN. Il a mentionné une petite liste de joueurs qui pourraient être intéressants à ramener du côté des Spurs. Et je voulais l'évoquer parce que j'ai trouvé intéressant. Tu vois, je me suis dit, bon, quand les médias nationaux parlent des Spurs cette saison, souvent c'est pour parler de Trae Young et tout ça. Donc je me suis dit, ça va être un peu nul. Alors, il y a Jrue Holiday dans la liste. Donc, tu vois, ça, par exemple, je vais pas le citer. Mais il y a d'autres noms. Et en l'occurrence, je trouve qu'il y en a qui sont assez intéressants, à commencer par le premier de la liste, Josh Giddey, dans le sens où ce qu'il note, du coup, c'est que c'est pas vraiment une star, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, même dans l'extra sportif. Maintenant, il y a tout le dossier qui le suit, même il risque pas d'être poursuivi. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a des incertitudes, c'est un joueur qui a pas vraiment un potentiel de star, mais ça reste un meneur intéressant et peut-être un joueur qui pourrait être intéressant du côté de San Antonio. Qu'est-ce que tu penses de la piste Giddey en l'occurrence? Bah ouais, clairement pour les Spurs, de toute façon, ça rentre dans le truc NBA talent, quoi, que je disais, l'équipe est à un stade où tu te dis, mais n'importe quel mec un peu qui a une certaine production, il serait intéressant. Mais et particulièrement des joueurs dynamiques ballon en main, parce que tu te dis que c'est parfait pour associer avec Wembanyama. Giddey, c'est un joueur qui lâcherait des lobes pour Victor, qui aurait une occasion de se relancer. Après, le truc, c'est que je vois pas trop qui le Thunder, quel joueur pourrait intéresser le Thunder dans ce cadre de trade. J'ai l'impression que Giddey, il est susceptible d'être transféré à un moment, que ce soit là en février si le Thunder décide de pas tenter sa chance avec cette équipe-là, mais je pense qu'ils vont tenter avec leur groupe actuel. Mais en tout cas, pendant l'intersaison, mais pour un plus gros joueur en fait. Pour un joueur plus fort que lui. Genre Giddey serait un membre d'un package avec des pics où le Thunder sacrifierait une partie de son trésor de guerre pour faire venir un autre très gros joueur à associer à Shea, à Jalen Williams et à Chet Holmgren. Là, du coup, aux Spurs, j'ai du mal à voir qui pourrait les tenter, qui pourrait tenter Oklahoma City, mais pour San Antonio, oui, c'est une belle piste. Je trouve ça cool. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, la plupart des noms de la liste, c'est pas non plus des pistes archi crédibles dans le sens où c'est toujours compliqué de mettre en place un transfert. Mais je crois que l'idée, quand il en parle, c'est aussi de dire, c'est des noms qu'il doit surveiller, mais c'est pas forcément matériellement possible cette saison. C'est vrai que Josh Giddey, en l'occurrence, je sais pas s'ils ont vraiment les assets. Par exemple, est-ce qu'ils prendraient Keldon Johnson ou un mec comme ça? Je pense même pas que les salaires matchent, mais voilà, il y a
toutes ces problématiques qui rendent le transfert compliqué. Un nom que je trouve carrément crédible en l'occurrence, qui est vraiment intéressant, c'est celui de Jaden Ivey. Parce que on sait qu'à Détroit, il est pas archi important dans une Monty Williams, parce qu'il est pas fan de son côté défensif, de son côté indiscipliné. On sait que c'est un joueur qui a quand même du talent, en l'occurrence. Il a un vrai talent offensif. Tu parlais de joueurs dynamiques avec la balle, on fait difficilement beaucoup plus dynamique que Jaden Ivey. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est une piste qui est assez intéressante. Je pense que c'est un joueur qui est disponible. Et c'est un joueur qui est peut-être disponible pour un pick, qui est peut-être disponible en échange d'un autre jeune d'une valeur similaire. Donc, je pense que la piste, elle est cool. Qu'est-ce que tu en penses de Jaden Ivey aux côtés de Victor? J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée et il y avait des montages en début de saison là, je me souviens avec le maillot de Jaden Ivey, avec le maillot des Spurs, il y a quelques fans des Spurs qui étaient déjà au moment notamment où Ivey était scotché sur le banc. Donc là maintenant il joue, mais oui, c'est une super piste, t'as raison, c'est un joueur qui collerait très bien avec Victor pour jouer des pick and roll, lui il mettrait ses points. Je me demande est-ce que les Pistons peuvent s'intéresser par exemple à Keldon Johnson, parce que tu parlais de pick, oui clairement, ça peut être contre des picks, mais est-ce que par exemple ils se diront pas bah tiens on a besoin d'un ailier supplémentaire, on est un peu chargé dans le backcourt, on prend Keldon Johnson qui est plus ou moins confirmé en NBA, qui peut aller mettre ses 20 points par match. Il peut y avoir des trucs comme ça, mais ça ouais, je trouverais encore mieux que Giddey, pour le coup. C'est marrant parce que je pense que pour toutes les offres qu'on va évoquer, à chaque fois on va dire ouais, Keldon Johnson peut-être dans le package. Ouais, c'est un des rares mecs qui a vraiment de la valeur du côté des Spurs. Et donc tu sais, Vassell, il est trop fort presque pour être transféré et ça colle très bien avec Victor. Donc en fait, derrière le troisième mec, c'est Keldon Johnson, quoi. Bah c'est ça. Puis même Sohan, par exemple, c'est un mec les Spurs n'ont pas transféré. Bah ouais. Et voilà, Keldon, c'est un petit peu le bonus finalement. On pourrait mentionner Zach LaVine éventuellement si je fais ça à chaque fois. Zach Collins éventuellement s'il n'était pas blessé, mais il est blessé. Je sais même pas s'il est éligible à un transfert, j'ai pas vérifié. Mais voilà, ouais, Jaden Ivey, ça peut être cool. Les Pistons pourraient s'intéresser à Keldon, à des picks. Donc le partenaire de transfert en l'occurrence est plausible. Sur la liste, j'ai aussi un joueur auquel j'ai jamais pensé, mais pourquoi pas. Andrew Nembhard du côté d'Indiana. Qui est vraiment en l'occurrence dans le rôle de backup d'Ataze Liberton évidemment, mais c'est un joueur que les Pacers peut-être sous-utilisent un petit peu, et du côté de San Antonio il pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que c'est une piste crédible? Alors je sais pas si Indiana va le lâcher aussi vite, je pense qu'ils vont le garder maintenant qu'ils ont pris Siakam, je pense qu'ils vont, d'ailleurs ils ont mis aucun de leurs jeunes. Très joli coup là sur ce coup-ci de la part des Pacers, c'est qu'ils ont mis aucun de leurs jeunes dans ce ils ont sacrifié Jordan Nwora quand Jordan même. Nwora, ouais, mais ouais, c'est du lourd. Mais il y avait en tout cas il y avait pas leur jeune originel, tu vois, ceux qu'ils ont drafté, les Isaiah Jackson, enfin je sais même plus s'ils ont drafté Isaiah Jackson, bref, les Nembhard, Jackson, Mathurin, Walker, c'est des mecs, je pense qu'ils ont gardé dans l'optique. Indiana va refaire un move, pas maintenant. Peut-être pas ou peut-être maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura une idée d'aller chercher encore un joueur parce que Siakam à Liberton, ça suffit pas. C'est bien pour c'est un début, mais je pense pour être vraiment compétitif en mode viser le titre et rivaliser Boston, il faudra un troisième joueur. Et je pense que Nembhard, tous ces gars-là, ils vont les garder dans l'optique de faire ce gros move dans le package où il y aura d'autres picks avec quelques-uns de ces jeunes-là. Du coup, je sais pas si c'est vraiment crédible. Par contre, ça serait un move ultra sous-coté et ça serait une très très belle pioche de la part des Spurs parce que tu l'as très bien dit, il est sous-utilisé. On sait déjà qu'il sera toujours le backup d'Haliburton, donc quelque part son avenir, il est pas vraiment à Indiana. Et il y a moyen d'aller chercher un gars, ouais, qui est susceptible d'être beaucoup plus fort que ce que son utilisation actuelle le montre, quoi. En fait, moi, cette piste-là, tu vois, je l'ai vue, je me suis dit, non, mais c'est vrai que pourquoi pas, tu vois, peut-être pas cette saison, effectivement, mais peut-être l'été prochain, par exemple. Ouais. C'est un joueur que tu as envie d'aller chercher, qui serait peut-être dispo pour pas si cher que ça, en l'occurrence, parce que Indiana l'utilise pas tant que ça, et que je sais pas à quel point les front office de NBA le valorisent. Mais je pense qu'il est à peu près accessible, qu'il est intéressant, et c'est peut-être un potentiel titulaire, en l'occurrence, pour les Spurs, et je pense que le move serait assez intéressant. Et moins casse-gueule que le move suivant que je vais te présenter. Je pense que c'est le dernier parce que la liste elle est beaucoup trop longue et encore une fois il y a Jrue Holiday dessus donc on sait pas non plus faire le tour de tout le monde. Mais un que je trouve intéressant, que je trouve plausible et que je trouve débattable, c'est Tyler Hero, dans l'idée de dire non pas on fait un transfert, on récupère Tyler Hero, mais plus il y a un transfert à 3 équipes et du coup les Spurs récupèrent Tyler Hero en tant que 3e équipe en envoyant peut-être un pick ou en envoyant quelque chose, en tout cas en jouant le facilitateur. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a une discussion par rapport à Damian Lillard, par rapport à Bradley Beal, par rapport à qui que ce soit, ça parle d'envoyer Tyler Hero dans une 3e équipe. Et déjà cet été, quand on parlait de Lillard, ça parlait des Spurs pour accueillir Hero. Donc là,
Hero, en l'occurrence, il a un bon volume de passe. On sait qu'il peut créer un petit peu balle en main. C'est pas vraiment un meneur, mais par contre, c'est un bon créateur offensif. Est-ce qu'il peut être intéressant pour les Spurs? Est-ce qu'il va bien avec Victor? Est-ce que toi, ça te semble être une bonne idée pour les Spurs d'aller chercher éventuellement s'ils peuvent s'insérer comme troisième équipe dans un transfert? Faut voir le prix à céder, mais a priori, oui. De toute façon, les dynamic guards, c'est peut-être le plus talent. Je me souviens plus du tout premier qu'on a abordé, mais On avait parlé de Josh Giddey. ouais, bah c'est du coup le plus talentueux de tous ceux dont on a Je parlé pense. jusqu'à présent. Donc lui, il se régalerait à San Antonio. Hein. Ça serait tout de suite. Il aurait des stats de All-Star. Ça serait pas un All-Star, mais je pense qu'il aurait des stats de All-Star. Donc forcément, c'est toujours, tu peux récupérer un talent comme ça si en plus, au final, tu sers de facilitateur, tu lâches rarement trop d'assets quand t'es facilitateur parce que t'es un peu là pour rendre service. Bon après, j'ai l'impression que Miami va pas le lâcher, hein. Mais on sait Non, qu'on je n'est pense pas pas non sur la plus. crédibilité du transfert. On est sur est-ce que ça serait cool? Oui, ça serait cool pour les Spurs. T'aurais En presque, en fait, t'aurais déjà une deuxième star plus Vassell, t'en aurais presque trois maintenant du coup des stars dans ton équipe ou des stars potentielles. C'est ça, puis Sohan en plus, lui, il a un profil beaucoup plus défensif. Tyler Hero, c'est peut-être le problème plutôt de son profil. Donc voilà, ça se complète un petit peu. Je trouve qu'il va bien au projet. Et je trouve ça pas si... Enfin, je pense que c'est possible qu'il parte dans la mesure où si le Heat a vraiment envie à un moment d'aller chercher une star, il va sans doute falloir qu'il s'en sépare. Mais c'est un peu le seul scénario dans lequel les Spurs pourraient le récupérer. Je suis un peu comme toi, je pense pas qu'ils vont vraiment... Là, vu le marché actuel, je pense pas qu'ils vont bouger. Et je pense pas que s'ils bougent, ce sera un move majeur où il achètent leur héros. Mais bon, on sait jamais, l'été prochain, en milieu de saison prochaine. Et c'est vrai que, après, quand tu dis stade de All-Star, moi, je repense à toutes les discussions autour de Jordan Poole cet été, où on disait, ouais, Washington, il va se régaler. Il va mettre, je dis pas qu'il va être très bon, mais il va mettre 30 points par match. Bah Tu vois, moi, justement, je j'étais pense pas ça. d'accord moi. Ouais, et t'as bien fait, hein, mais moi, c'est vrai que j'étais assez convaincu. Tyler Hero est quand même vraiment un cran dessus de Jordan Poole, on le sait. Il va chercher ses points de manière déjà plus difficile aujourd'hui. Et c'est vraiment un mec qui a plus de talent, je pense. Donc, je Ouais. pense qu'il irait bien dans le projet. Je sais pas si ce serait vraiment la pièce de l'avenir autour de laquelle on peut aussi construire avec Victor et tout ça. Mais je pense que s'il y a moyen pour les Spurs, ils auraient complètement tort de s'en priver parce que pour le coup, c'est vraiment une bonne option. Et quand tu vois la liste, mine de rien, alors sur la liste, il y a aussi Anthony Simmons et Markel Fultz. On va peut-être pas faire le tour de de tous les meneurs disponibles et existants en NBA. Je pense que ces pistes-là, elles sont pas si ouf parce que Simmons, défensivement, c'est compliqué. Je sais pas s'il a vraiment le profil que San Antonio cherche. Markel Fultz, c'est bon, tu vois, enfin, ça va Ouais. quoi. Au bon prix, pourquoi pas, mais c'est pas intéressant. T'as déjà Trey Jones qui peut pas vraiment shooter aujourd'hui. Est-ce que t'as vraiment intérêt à aller chercher Markel Fultz à la place? Je suis pas sûr. Sur la liste, donc je l'ai assez dit, mais il y a aussi Jrue Holiday et ça, j'ai pas envie d'en parler parce que je sais pas Ouais, pourquoi on il est se doute là. bien que Boston fera jamais ce move. Ouais. Bah, ça a aucun sens. Puis même quand il est agent libre ou quoi que ce soit, je vois pas pourquoi les Spurs mettraient voilà, un gros contrat à Jrue Holiday en priorité. Mais donc je veux pas aller au bout de la liste, mais je trouve que mine de rien, il y a plein d'idées à travers la ligue qui sont un petit peu qui sont pas explorées, qui sont pas des Trae Young, qui sont pas des Tyrese Haliburton et qui sont peut-être de vraies bonnes idées en l'occurrence, qui sont des idées un peu plus crédibles que ce qu'on entend d'habitude, qui pourraient intéresser les Spurs. Donc voilà, si une opportunité se présente, pourquoi pas un move. On l'a dit au début, je pense qu'il y aura pas de move majeur. Je pense qu'il y aura un move de Doug McDermott, une absorption de contrat, un move pour des pics ou peut-être un petit jeune à la marge, comme tu as dit au début, mais rien de fou. Mais voilà quoi, il y a des pistes, il y a des pistes. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres meneurs, d'autres folies, d'autres Jrue Holiday. Peut-être que vous voulez voir Stephen Curry à San Antonio finalement. Euh, Dites-nous tout. Voilà, dites-nous si vous pensez aussi que Dejounte Murray a moyen de venir à San Antonio. On va s'arrêter ici, je pense, Antoine. Merci d'avoir été là Bah, avec moi aujourd'hui. avec plaisir. Merci à toi. Ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'on reverra Antoine dans Mobb Deep d'ici la fin de la saison. Pour mon grand inconfort, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je trouverai un meilleur pseudo que Moop Deeper ou Moop Deepest d'ici là. Promis. On croit en toi. Toi qui as créé les Laters, on croit en toi. Et non mais voilà, puis d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de suivre le CQFR avec Antoine tous les matins, de Yes. suivre le podcast aussi de Basket Session tous les lundis, Hoop Culture le dimanche avec Théo notamment. Donc voilà, il y a toute l'offre de Basket Session autour de laquelle se raccrocher et tant de raisons de s'abonner à la chaîne YouTube. Et d'ici la semaine prochaine, on se dit à très vite. Salut. Ciao.